Cet atelier donc numéro 3, moi je pense que c'était un atelier très important parce que lors du dernier congrès européen du sorgho, donc à Bucarest, on avait fait un petit peu un état des lieux de la filière sorgho, enfin qu'est-ce que pourrait être une filière organisée, et on avait remonté justement une méconnaissance de la graine par les industriels de la transformation. Et comme vous savez, c'est le nerf de la guerre. S'il n'y a pas de demande des industriels, il ne peut pas y avoir de filière organisée. Également, on avait identifié au niveau donc, de l'organisation du marché une faible motivation des organismes stockeurs, et donc, toujours pareil, qui ne peut pas fournir par rapport à la demande. Et toute cette chaîne peut être donc inefficace et également donc pas dans l'intérêt de l'agriculteur et également de l'innovation. Également, ce qui était intéressant, c'est hier donc le tour de table des économistes qui ont parlé un petit peu de la politique mondiale du sorgho, et ils nous ont montré une chose, qu'il ne faut pas être dépendant de ces exportations. On le voit donc avec le cas de nos amis américains qui jusqu'à présent 70% de leur production de sorgho était destinée à la Chine, et donc avec cette guerre commerciale se retrouvent un peu embêtés. Donc également on voyait que donc, dans cet atelier 3 c'était une bonne opportunité justement de valoriser et de parler un petit peu des circuits courts. Donc cet atelier, c'était deux parties. Une partie sur l'organisation du marché. Donc on a eu l'intervention d'un organisme stocker trader qui nous a parlé un petit peu de son expérience. Et ensuite, il y avait un petit peu des témoignages de circuits courts, donc agriculteurs, débouchés. Et ensuite, la deuxième partie, c'était donc pour parler un petit peu donc de la qualité de la graine du sorgho et également des nombreuses innovations en cours, qui justement dans un but un petit peu de montrer un petit peu à l'industrie de la transformation que voilà, il y a des a priori qui sont complètement faux sur le sorgho. Alors les conclusions un petit peu qu'on a sorties, donc que le sorgho donc c'est une espèce qui a une très grande diversité avec de nombreux débouchés, même on est un peu perdu, il y a tellement de débouchés que on veut partir un peu partout alors qu'il faudrait plutôt se concentrer, notamment pour essayer de créer cette dynamique sorgho en Europe. Le principal usage qu'on pense qu'il faudrait faire, c'est donc l'alimentation animale, qui représente donc 60% de la production, de la consommation de céréales en Europe, que ce soit avec le grain et le fourrage, mais aussi porter un petit peu toutes les innovations qui sont faites dans l'alimentation humaine. Notamment, on a eu beaucoup d'interventions d'Italiens qui sont très innovants dans l'alimentation animale, comme la bière, la farine, les biscuits, le lait de sorgho. Énormément de potentiel sur cette partie, et également un potentiel intéressant donc, pour l'agriculture organique, mais également donc, valoriser un petit peu tous les éléments nutritifs que contient cette graine, notamment donc, son côté sans gluten. Mais moi j'aime pas trop parler quand on parle trop sans gluten, on est un petit peu dans le côté mode comme le quinoa. Moi je pense qu'il ne faut pas parler que de ça, il faut également parler de l'intérêt, donc sa richesse en antioxydants, sa richesse en fer. En fait, le sorgho a des qualités nutritives
très intéressante et très valorisante pour l'alimentation humaine. Également, donc, on a vu qu'on pouvait avoir des molécules d'intérêt. Donc, on a eu une présentation donc, sur l'utilisation de la plante entière et de la partie de la gaine. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais de la partie de la gaine qui peut permettre de faire des colorants pour le textile. Également, on entend parler beaucoup de travaux qui sont faits sur les bioplastiques. C'est également le sorgho peut apporter donc des solutions donc avec les bioplastiques. Vraiment, on a un très large éventail de développement. Tout ça, donc il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été explorées. Alors peut-être je choque un peu les gens en disant que il faut pousser l'alimentation animale. Bien entendu, il ne faut pas délaisser les autres débouchés qui sont aussi importants. Mais quand je parle qu'il faut pousser l'alimentation animale, c'est parce que c'est la solution pour avoir une certaine visibilité. Quand je dis que donc 60% de la consommation de céréales, c'est dans l'alimentation animale, sans cette visibilité, on n'arrivera pas à construire de chaînes dynamiques. Ensuite, donc, on a parlé un petit peu donc, des problèmes donc, de l'organisation du marché et de la reconnaissance. Ce qu'on a un petit peu remonté, c'est que en fait, la limite, on est limité en disponibilité. Par exemple, on a eu dans le témoignage donc, de l'organisme Stocker Trader qui nous a donc dit que en fait, donc, je ne sais pas si vous le savez, mais donc la France exporte environ 50% de sa production donc, pour l'Espagne. Et en fait, ça ne représente que 10% de la consommation totale de l'Espagne pour l'alimentation animale. Et donc, en fait, ils ont tout le mal du monde à fournir donc, en fait, assez de sorgho donc, pour l'exportation. Donc, dans le témoignage un petit peu pour sécuriser les volumes, donc on a eu ce témoignage donc, de cette optimisation un petit peu donc, de la collecte. On est dans une situation, donc c'est dans le sud-ouest de la France, donc c'est le premier producteur de sorgho en France, dans le sud-ouest de la France, et en fait cette production est très fragmentée, et donc ce témoignage nous a montré un petit peu comment un petit peu manager le sorgho comme une espèce mineure et donc avec un besoin d'un petit peu de sécuriser donc les débouchés et la demande, mais également avec ce besoin de former les agriculteurs donc à l'agronomie et à l'intérêt économique de cette plante qui pourrait donc impliquer une augmentation. Après, on a donc beaucoup parlé donc des circuits courts. Alors, circuits courts, ça peut être donc au niveau d'une région, donc l'agriculteur donc qui produit pour le transformeur local, mais ça peut être aussi à l'échelle du pays, ça peut être aussi à l'échelle donc de l'Europe. Mais par contre, quand on parle à l'échelle locale, ça peut être de la petite structure, donc le petit agriculteur donc, qui produit pour le petit transformateur, mais également ça peut être des échelles qui peuvent devenir très très importantes et être très significatives dans le développement du sorgho en Europe. Je vois par exemple, parce que donc le projet de développement du sorgho, c'est pas que sur l'UE 28, mais c'est également sur les autres pays d'Europe, donc l'Ukraine et la Russie. Et moi je vois par exemple par rapport à mon expérience, en Russie, on pourrait parler de débouché local, par exemple, une agro-holding qui a 700 000 hectares de terre et qui est le deuxième producteur de porc en Russie. Donc vous pouvez imaginer le potentiel de millions d'hectares qu'on peut avoir quand on parle de circuits courts. Donc on a eu donc, des très intéressants testimonials, donc un agriculteur roumain pour ses productions d'œufs. On a eu aussi un industriel
donc en forte relation donc avec un réseau d'agriculteurs donc pour faire de la bioénergie, non pas donc produire de la biomasse, non pas pour produire du biogaz, mais pour faire de l'incinération et faire de l'électricité. D'ailleurs, je ne connaissais pas ce concept. Moi, je connaissais beaucoup plus la production de biogaz. Donc, on voit que on a beaucoup de potentiel dans le développement, justement, des circuits courts, et qui peut être très significatif et très fort, finalement. Et ne pas être, comme je disais tout à l'heure, dépendant des exportations, et donc stabiliser la production donc, de sorgho en Europe, et surtout sécuriser donc la production pour l'agriculteur qui ait une meilleure visibilité et pour l'industriel. On va pouvoir conclure. Oui, vite, il faut que je dépêche. Vous m'aviez dit 10 minutes. Bon, il y a encore, ouais. Et je ne vais pas dire toute la vérité. Je parle beaucoup. Alors, 2 minutes. Bavard. 2 minutes, ce sera parfait. Donc, bien sûr, il reste encore des mauvaises idées sur le sorgho. On a encore parlé un petit peu donc, de la richesse en tanin, ce qui est totalement donc, faux et dépassé. Donc, on est toujours sur le mythe des tanins, mais quand même, ça a changé. Quand même. Je me rappelle, il y a 2 ans, il y avait une mauvaise connaissance même des fabricants d'aliments, donc ils pensaient que le sorgho était riche en tanin. D'ailleurs, j'ai appris que ça venait un petit peu du fait qu'à une époque, on importait du sorgho d'Argentine, désolé, et justement cette image un petit peu de la richesse en tanin en Europe vient un peu de ces importations de sorgho d'Argentine. Mais aujourd'hui, on sait que depuis 1989, en fait, la génétique européenne est très faible en tanin. Alors les conclusions, très rapidement. Donc, comme je disais, donc, le sorgho, donc, c'est une plante d'opportunité. Alors, je ne vous ai pas parlé aussi de ses données qualité, donc la protéine, la teneur en amidon, la digestibilité, donc le côté donc, sur l'alimentation humaine que je vous ai décrit, mais aussi les intérêts écologiques et également donc, le faible besoin en intrants et bien entendu sa résistance à la sécheresse. Et bien sûr, c'est une culture qui peut être, moderne, parce qu'on a besoin de changer notre façon de cultiver avec le changement climatique. Pourquoi pas donc espérer en 2025 donc, de prendre 5 à 10% de la consommation totale de céréales par le développement des circuits courts. Alors je dis 5 à 10% parce qu'avant je parlais en millions, donc je disais pourquoi pas 3 à 6 millions d'hectares, et pour beaucoup de gens dans la filière, on s'imagine mais c'est énorme, mais pas tellement pour le sorgho, nous on aimerait avoir ça, mais plutôt pour les autres filières comme le maïs, le blé ou l'orge, mais 3 à 6 millions d'hectares, c'est seulement 5 à 10% de la consommation totale de céréales, donc c'est pas énorme. Et également, donc ça c'est très important, on attend un signal fort de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne, pour nous aider à créer une dynamique, parce qu'on a besoin un petit peu de l'Union européenne. On a reçu donc des subventions de la communauté européenne. Sorgho Mighty a reçu des subventions de la communauté européenne pour faire la promotion du sorgho donc dans de nombreux pays, pas seulement dans l'UE28, mais également dans des pays de l'Europe hors UE. Si on a eu ces subventions si facilement, ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt, et que donc on a besoin de cette aide de l'UE pour vraiment créer cette dynamique sorgho. Et je voudrais dire, mais travailler avec toutes les autres céréales. L'objectif, c'est pas remplacer une céréale par une autre, mais c'est développer cette opportunité sorgho, apporter des idées de changement de rotation pour les agriculteurs, une autre façon de cultiver, et voilà ma conclusion.